Bonjour à nouveau, bonjour aux gens qui ne nous ont pas encore vus. Après cette conférence sur la super-héros français, cette fois nous proposons une rencontre avec les auteurs de Darkstar Comics qui sont à mes côtés. Donc nous commencions avec Sébastien, alias Séba. Enchanté. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les gens sachent qui tu es? Sébastien Paré, dit Séba, je dessine privé chez Darkstar Comics. Comics Polar. Voilà, donc le privé, nous pouvons voir un petit aperçu ici. Oui, j'ai renversé les planches pour la c'est des immenses là, ça va. Et donc, notre autre comparse, Maxime Carvani. Je me présente, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, je m'appelle Maxime Carvani et j'illustre un récit que j'ai écrit qui s'appelle Heroics et qui sortira chez Darkstar Comics en fin d'année et qui a débuté comme un web en fin d'année 2019 et qui a débuté comme un webcomic qui a été publié sur le site closecomics.fr. Donc là aussi, j'ai aperçu de ton travail. Bonjour. Donc, messieurs, du coup, Max, quel micro, c'est toi qui vas commencer? Je t'écoute, Franck, comme tout le monde. Alors, comment es-tu arrivé donc, à cette position, ce métier en fait Alors, ce métier, c'est un grand mot parce que c'est pas encore vraiment mon métier en termes professionnels, on va dire. Mais je suis un lecteur de comics depuis toujours, depuis que j'ai 8 ans, et j'ai toujours adoré dessiner. Et petit à petit, j'ai eu envie de développer mes propres personnages, mon propre univers. Et j'ai eu l'expérience de publier un album alors qu'il n'y a rien à voir avec l'univers des comics. J'ai illustré un album en 2009, ça fait 10 ans. Et ça m'a donné envie de bosser cette fois pour mes propres histoires et non pas pour un scénariste. Et du coup, je me suis dit autant se lancer. Et j'ai commencé à publier les aventures de mes personnages en 2011, sous forme d'un webcomic qui était publié à raison d'une page par semaine. Et voilà, en fait, au bout de 75 pages à peu près, j'ai dû m'arrêter pour raison personnelle parce que j'avais mon travail, mon day job, comme on dit, mon travail alimentaire. Voilà, mon travail alimentaire me prenait plus de temps que ce que j'espérais. Et du coup, j'ai mis ce projet entre parenthèses pendant de nombreuses années et je le reprends cette année pour en faire une version papier augmentée. Voilà, ça arrive souvent quand je parle. Et ce sera un peu comme quand vous voyez un film au cinéma et que vous achetez le DVD avec la version longue. J'espère que ce sera un peu la même sensation pour les personnes qui connaissent déjà le récit en ligne, de retrouver l'histoire et d'avoir une façon peut-être développée avec des personnages un peu plus enrichis. Donc à ton tour, c'est de me raconter un petit peu en fait, comment tu es arrivé à cette activité sur le privé. Comme Max, j'ai commencé très jeune à lire et à dessiner. Alors au début, je faisais des petites histoires. Au bout d'une planche ou deux, je m'en lassais. Et j'ai rencontré Jérémy sur un forum de BD. Et il m'a proposé de dessiner une planche privée pour commencer. D'accord, ils vont après le mythe est venu. Alors, en fait, à l'origine, j'avais voulu faire un fanzine privé, c'était une histoire, une planche, un dessinateur. Et la tête que j'ai fait, la planche que j'ai fait, proposer du contenu, il faut demander, j'ai voulu faire cette histoire, tout ça, on allait faire un petit album. On a proposé ça. D'accord, et puis bon, on dit la suite appartient à l'histoire. Ce sera la grande salle de la chance. Justement, tous les deux, vous parlez du fait que c'est une lecture d'enfance en fait, que vous avez envie de faire ça.
quelles sont justement vos influences en fait? Quels sont, on va dire, les artistes, les auteurs en fait qui ont nourri en fait votre travail? Alors moi, toujours comme ce matin, j'étais toujours Hugo Pratt, La base. Frank Miller, c'est lui forcément, et puis tout ce qui est comics, super-héros, tout carré. Ouais, c'est un peu pareil, c'est marrant parce que quand les gens commentent un peu mes dessins, ils voient des influences manga, des influences. Alors j'en dis finalement assez peu. Moi, comme influence, j'ai grandi avec les X-Men de John Byrne, les Teen Titans de Georges Pérez, donc dans les années 80. Ceux qui ont l'âge d'avoir connu ça. Mais sinon, je suis assez fan d'Arthur Adams, je suis assez fan de Paul Smith également. En fait, j'ai des goûts qui ressemblent pas forcément au style que j'ai aujourd'hui. Mais ouais, je suis très friand de découvrir des nouveaux illustrateurs et pas forcément d'étudier leur style, mais en tout cas de me nourrir un petit peu de leur recherche, de leur travail, pour voir comment moi je peux essayer de faire évoluer mon style. Et donc justement, maintenant on va parler de vos inspirations, on va parler un petit peu de vos méthodes de travail. Ok. Donc ça fait cette petite colle. Ok. En fait, justement, quelle est ta méthode de travail? En fait, quand tu pars sur un exercice en plus, tu as la double casquette, c'est le scénariste et C'est vrai, je ne l'ai pas mis, j'ai deux casquettes. Dans ma carte. Alors effectivement, moi, la particularité c'est qu'à l'époque quand j'ai lancé mon projet de webcomic, j'avais pas vraiment mon histoire écrite de A à Z. C'est comme si un peu tu pars en vacances mais tu sais pas par quel chemin tu vas passer. Tu sais où tu vas arriver mais tu sais pas encore quel chemin tu vas emprunter. Et du coup j'avais pas écrit de scénario précis. Oui, j'ai un scénariste qui me fait des remontrances. Là c'est différent parce qu'en fait j'ai un peu plus d'ambition par rapport à cette nouvelle version de l'histoire et oui j'ai tendance à écrire un petit peu plus en amont et à essayer de m'assurer que chaque personnage ait son arc narratif intéressant, c'est-à-dire que chaque personnage puisse évoluer et finir l'histoire dans un autre état que dans lequel il a commencé. Ensuite, je découpe mon histoire en scène, j'essaye de voir quelle partie de l'histoire j'ai vraiment envie d'illustrer, de raconter, quelle autre peut passer au second plan et peut passer éventuellement par plus du dialogue que du dessin. Ensuite, je storyboard page par page les scènes que j'ai décidé d'illustrer. Ensuite, je crayonne chaque page, après avoir fait pas mal de recherches si j'ai besoin de références en termes d'architecture, d'objets, de véhicules. Et ensuite, oui, je répète le mot ensuite, tout à fait, on n'utilise pas assez. Ensuite, je fais l'ancrage, tout ça sur papier, et ensuite je scanne. Et après, je fais la colorisation et le lettrage directement sur mon ordinateur. Et notamment parce qu'à l'époque, c'était publié en webcomic, je faisais deux versions, je faisais une version anglaise et une version française. Donc faire le lettrage par ordinateur plutôt que directement sur la planche, ça me permettait d'ajuster le volume de texte, les volumes des bulles en fonction du texte, dans une langue ou dans une autre. Voilà ma méthode de travail. C'est fort intéressant. Et maintenant, notre autre comparse. Non, pareil que Max, sans la partie scénaristique, parce que c'est lui qui fait tout ça. Là, c'est du story, et puis après, l'ancrage. Ou éventuellement des assemblages sur Photoshop quand j'ai fait des stories poussées. Et donc, tous les deux, donc, vous êtes bien tous les deux en fait adeptes du dessin, on va dire, à l'ancienne, donc sur papier, et ensuite passer au numérique. Pour l'instant, vous n'avez pas franchi le cap en fait du numérique comme certains dessinateurs. Non, c'est super cher. Moi j'ai Non, en fait j'aime bien le numérique, j'ai déjà fait des dessins numériques, mais je n'ai pas réussi à retranscrire mon trait encore via un outil numérique. Alors je sais que c'est possible, je sais qu'il y a des outils qui existent et je sais qu'il faut que j'y m'y colle, mais disons qu'en termes de temps, cette auto-formation à ces outils-là, je préfère les passer à continuer à dessiner sur papier pour l'instant. Il y a quelque chose qui, pour moi, alors je ne juge pas du tout
papier, un crayon et une allumette plutôt que de devoir allumer un ordinateur ou une tablette, recharger, ouvrir un logiciel. Voilà. Donc je pense qu'il y a, pour moi, le contact du papier reste plus spontané encore. Et aussi, l'autre argument, c'est que mon boulot alimentaire fait que je suis devant un écran quasiment 8 heures ou 10 heures par jour. Donc, si je peux le moins de temps, je peux passer devant un écran quand je fais de la BD, le mieux c'est. Et ça se comprend très bien. Et donc, vous avez tous les deux sur la bannière de l'Instar Comics, dont le présent en chef est pas très loin. Et voilà. Il peut regarder ça. Et donc, en fait, comment ça s'est passé? Comment tous les deux vous êtes retrouvés, édités par l'Instar Comics? Alors, pour le privé, dans un premier temps, on était édité chez Alien Comics, et qui a fini par arrêter son activité d'éditeur. Et Jeff m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de sortir le privé en recueil. Et avec Schreiber, il m'a dit oui tout de suite. Une belle histoire. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des petites illustrations pour des concours pour Comics Heroes, qui est toujours d'ailleurs le site de Laurent Artaud, le créateur de PTA. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Artaud. Et la même année, c'était au Lille Comics Festival d'ailleurs, qui portait peut-être déjà pas son nom, je ne sais plus si ça portait déjà ce nom. J'ai rencontré Jeff qui avait Cap Chronicles, son blog à l'époque, et on était d'ailleurs sur un podium en train de discuter de webcomic et de comic en général. Et en fait, depuis le début, il a toujours suivi les choses que je publiais en ligne, il m'a toujours encouragé, et c'était un peu avant l'année dernière, il m'a dit ce serait bien, si tu souhaites compléter ou terminer ton histoire, j'aimerais vraiment bien la publier. Et moi, jusque-là, c'est vrai que j'avais pas forcément prévu de reprendre ces personnages et d'aller un peu plus loin avec eux. Et sa motivation m'a aidé à me remettre un peu le pied à l'étrier, et je ne regrette pas, parce qu'en fait, effectivement, ça représente énormément de travail, mais c'est aussi super fun, et puis ça m'a redonné. Je suis un peu retombé amoureux de mes personnages. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais j'avais oublié à quel point je m'étais investi à l'époque et à quel point j'avais encore envie de raconter des histoires avec ce genre. Et donc justement, puisqu'on parle de personnages tous les deux, est-ce que vous pouvez juste représenter vos séries respectives? À côté, oui, si vous voulez chacun présenter la série, vous pouvez. Donc le privé, c'est un détective, tout simplement, qui sans nom. Alors au début, j'avais prévu à la fin du tome 2, de dévoiler son nom, et j'ai dit non, on est dans le mystère, c'est tout ça. Donc c'est un détective qui navigue au trou, au milieu des mafieux, de tout ce monde peu clair. Voilà. D'accord, donc une ambiance urbaine très sombre. Justement, c'est là qu'on retrouve ces influences de Sin City. Tout à fait. Et donc, c'est une série plus axée vers de la violence, c'est plus orienté sur le dialogue, c'est un peu entre les deux. Alors, il y a un peu de violence, mais au final, pas tant que ça dans les planches. C'est plus. Oui. Après, on suit une enquête privée, mais une enquête personnelle. D'accord. Au fil des deux tomes. D'accord. Je dirais que ça. Voilà ce que j'allais dire. Il y a certaines particularités, mais pour pas faire de spoiler, on va les garder pour nous. J'en ai pas partagé. C'est ça. Honnêtement, lisez privé, c'est vraiment très bien. Merci. Vas-y, balance le truc. En l'occurrence, pour la série qui sortira, donc Heroics, qui sortira chez Star Comics, l'histoire met en scène un trop grand nombre de personnages pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'avère qu'il y a une fondation scientifique qui fait la découverte d'une énergie un peu étrange en Himalaya, et cette énergie en fait se répand sur la planète et confère à certaines personnes des pouvoirs différents et des personnes qui sont aux quatre coins du monde. En fait, on va suivre
plus ou moins 3 groupes de personnages distincts, dont un des scientifiques qui, avec l'aide de son neveu et de ses 2 enfants qui héritent de pouvoir, vont essayer de... Alors, non, je ne vais pas raconter toute l'histoire en gros, mais... Ouais, non, mais en fait, c'est pas évident à raconter parce que finalement, certains personnages sont un peu éparpillés et tout l'intérêt du premier tome, c'est de faire en sorte que leur destin se croise à travers un ennemi commun qui s'apprête à affronter. Un petit peu comme des fins de série Heroes lorsqu'elle était bien. Oui, on peut voir ça comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que la première saison de Heroes est un assez bon exemple pour ça, surtout qu'à l'époque, ils avaient réussi à donner une couleur et une ambiance à chaque arc de chaque personnage et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'en suis pas à ce niveau-là, je me prétends pas, mais effectivement, j'ai un personnage qui s'appelle Grimace, qui est une cambrioleuse française. J'ai un personnage qui est Aaron, qui est un Irlandais qui bégaye. Oui, j'en ai plusieurs. J'ai un personnage qui est polonais, qui a un pouvoir un peu sur les minéraux, qui lui est à la recherche de sa famille, qui a été enlevée par les nazis. Puis j'ai des personnages anglais. En fait, oui, voilà, c'est des personnages de nationalité et de culture un peu différentes. Et le thème principal du premier tome, c'est plus une sorte de réflexion sur la famille qu'on recherche, qu'on a perdu, qu'on abandonne, qu'on essaie de se recréer. Donc voilà, c'est un petit peu le thème, surtout à travers les pères, plus que la famille, la position du père. Voilà. D'accord, et donc justement des personnages cosmopolites en fait qui viennent de différents endroits du monde. Et donc en fait, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile en fait à mettre en place? Est-ce qu'il y a besoin de gros travail de documentation pour savoir telle personne qui vient de tel pays, comment ça se passe? Oui et non, en fait j'y suis allé un peu au feeling, donc ce qui peut hérisser les poils de certains qui sont un peu à cheval justement sur les références et la documentation. Il s'avère que j'ai une partie de ma famille qui est polonaise, donc je me suis un peu inspiré de ce que je connaissais à travers eux de la culture polonaise. Je me suis inspiré par rapport au personnage anglais plus d'une iconographie ou d'une imagerie plus conventionnelle, notamment les 2 personnages, les 2 enfants qui se mettent à voler, c'est tout simplement inspiré un peu de ce qu'on voit dans Peter Pan, ce qu'on voit aussi dans Mary Poppins avec les enfants qui se mettent à voler quand ils se mettent à rire. Il y a un peu cette espèce d'image qu'on a l'impression de retrouver des figures familières, mais je les interprète un peu différemment. La cambrioleuse française, en fait, voilà, ça peut effectivement faire référence, en tout cas, le personnage de son père, on va le dire, fait référence un peu à une sorte d'Arsène Lupin, un cambrioleur qui a des motivations plutôt nobles, et elle qui hérite de ce rôle, mais qui hérite aussi d'un pouvoir un peu dramatique, se retrouve un peu réinventé du coup à travers tout ça. D'accord. Et donc, pour tout l'aspect visuel en fait de la série respective, donc pour les lieux que vous mettez en scène, comme vous mettez en image, est-ce que là aussi c'est un travail sur la présentation, c'est un peu au feeling en disant bah voilà, on va dire que un bâtiment c'est exactement ça, ou alors c'est que vous cherchez en fait le réel, représenter des plus ou moins existants, ou est-ce que c'est vraiment un mélange des deux, de la présentation et de l'imagination. C'est d'accord, donc ouais, c'est nourri de plusieurs sources. Oui, plusieurs sources. Pas forcément un lieu en particulier. Moi, j'ai pas du tout la même réponse en fait. Non, on parlait de la Pologne tout à l'heure, par exemple, il y a quelques scènes qui se passent en Pologne. Je me suis documenté sur une région bien précise avec beaucoup de lacs et de marécages. La ville fictive dans laquelle se passe aussi une partie de l'histoire, je m'inspire beaucoup de Boston. J'ai fait des recherches de photos de Boston dans les années 40-50, voir un peu à quoi ça ressemblait. Pour Paris, c'est un peu plus facile d'avoir les références. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lieu? Oui, non, grosso modo, non, j'essaie quand même si ce sont des... Pour le coup, j'ai inventé une ville qui se situe dans les États-Unis, j'ai inventé une ville qui se situe en Allemagne, mais c'est des villes que j'arrive à peu près à situer sur la carte et du coup, je peux trouver des inspirations en étudiant un peu à quoi ressemble vraiment la région, à quoi ressemble vraiment les villes dans cette région. Donc ça m'aide un petit peu à situer un peu plus précisément l'action. Ouais. Mais c'est un travail
qui est pas évident à faire au début, et en fait c'est un truc auquel on prend goût parce qu'en fait pour un dessinateur, tout dessiner de tête et tout inventer, c'est finalement plus difficile que de trouver des photos, etc., et de les mettre en commun et de se dire, ah bah voilà, je sais quel look je vais donner à tel immeuble pour qu'on ait l'impression que ce soit vraiment accepté. Donc c'est un travail que les dessinateurs débutants ont tendance à zapper, et je pense que c'est dommage parce qu'en fait ça apporte énormément en termes de texture et de richesse à l'histoire. Et je suis le premier à l'avoir zappé, donc je jette la pierre à personne. Par les dessinateurs débutants, en fait, quel conseil donneriez-vous les deux à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le dessin? Alors, moi c'est un peu biaisé parce que j'anime des ateliers de dessin et de comics régulièrement. Les conseils pour les dessinateurs, c'est de ne pas essayer de bien dessiner. Moi, ce que je leur explique la plupart du temps, c'est mon objectif, c'est qu'ils soient de moins en moins frustrés avec leurs résultats. Et qu'ils essaient d'aborder le dessin comme un sport et de voir chaque dessin comme un échauffement. Et du coup, de jamais se décourager en fait. L'autre chose, c'est que j'essaie de leur faire comprendre que chaque dessin n'est pas destiné à être un beau dessin fini, propre, qu'on va accrocher ou offrir. Donc ils ne sont pas obligés de transformer chacun de leurs croquis en dessin ancré, colorisé, etc., etc. Parce que dans le croquis, on retrouve des fois des traits, des intuitions, des instincts de dessin qui sont beaucoup plus forts que dans un dessin fini où on s'est acharné à vouloir vraiment faire quelque chose de pro et où on perd finalement une énergie, on perd un élan en fait. Donc oui, mon conseil c'est aussi d'essayer de s'inspirer d'autres choses que de la bande dessinée. Ça me paraît essentiel, hyper important. C'est essayer de s'intéresser un peu plus à la peinture, s'intéresser un peu à la cinématographie. Moi personnellement, j'essaie de m'inspirer énormément de films dont je trouve que les plans ou la photo sont sublimes. Il y a certains réalisateurs qui composent leurs plans de façon tellement inventive et tellement belle, ça donne envie de s'inspirer plus que certaines bandes dessinées quasiment. Donc essayez d'aller trouver votre inspiration ailleurs que dans la bande dessinée pour être sûr de développer votre style presque entre guillemets plus rapidement. C'est plus difficile de perdre des mauvaises habitudes finalement que d'en prendre des bonnes. Donc voilà, ce serait ça mon conseil. Non, vas-y. Allez, je sais que tu as des choses à raconter. Parce que dessiner, il y a toujours dessiné pour que ça vienne naturellement. Trait. Je repasse. Alors, en tendance, je suis d'accord, mais aussi. Un truc qui est marrant aussi, c'est d'essayer de se forcer à travailler ses points faibles. À partir du moment où vous savez bien dessiner les visages, par exemple, faites-vous une semaine dessiner que des mains. C'est essayer de se mettre un peu en danger, de sortir un peu de sa zone de confort pour continuer à progresser systématiquement. Et surtout, encore un conseil pour ceux qui écoutent, jamais négliger le côté justement storyboard et cadrage et composition de votre case et composition de votre page. Parce que la BD, c'est pas de l'illustration en fait. On peut être un très bon illustrateur, un très bon auteur de BD, inversement. Donc travailler la façon dont vous avez composé votre page pour guider votre lecteur, pour négocier le mouvement dramatique de la page, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être hyper important au final pour la lecture, mais ça peut être aussi super intéressant à travailler, des tests, des choses. Et en fait, du coup, on va si tu as quelque chose à ajouter. En fait, on va repartir sur vos méthodes de travail. En fait, à la fois sur un dessin, je dirais à pleine page, typiquement une couverture ou sur une page de BD, en fait, quelles sont vos approches en fait, sur deux exercices très différents? C'est faux.
l'illustration, pour moi, c'est beaucoup plus difficile en fait, que la page, je pense. Parce que c'est les choix qui sont à faire, ils sont un peu plus. L'enjeu est plus gros parce qu'il n'y a qu'une image finalement. Oui, tout à fait. Donc, ta question c'était comment on s'y prend pour faire l'un et pour faire l'autre? Voilà, je pense que l'approche ne doit pas être exactement la même. Non. Déjà, j'aimerais commencer par vous demander à tous les deux ce que vous préférez entre la page ou la partie. Moi, ouais, c'est pareil, la planche, enfin, c'est l'équipe planche, on a l'action, les jeux de soignage, je vais vraiment condenser la collection votre interne, on a le temps de développer un peu plus sur la planche. C'est peut-être deux angles différents, enfin, dans le sens. Ouais, moi il y a un truc que j'aime bien dans l'idée de composer une planche, c'est que tu dois donner l'impression de temporalité, le temps qui passe, l'action, que tu n'as pas forcément dans une seule illustration, dans une page unique. Et un truc que j'aime de plus en plus faire, mais pas forcément, c'est enfin, tu dessines autre chose que des personnages justement. Dans une illustration, j'ai l'impression que tu vas pas forcément dans une couverture, si tu prends l'exemple d'une couverture. On va avoir peut-être plus tendance, en tout cas dans le comics, à faire un personnage, une relation, un truc fort, etc. Et de plus en plus, moi j'aime bien essayer d'intégrer peut-être des détails, des images un peu arrêtées qui renseignent sur l'action et sur ce qui se passe, sans forcément montrer un personnage justement un peu en mode héroïque. C'est un jeu de mots. Voilà. Et effectivement, je pense que la planche, c'est quand même un peu plus fun à travailler. Je sais pas. Surtout c'est une notion de mais de décomposition, de l'éjection d'ailleurs, c'est pas vraiment l'action à faire avec ça se rapproche peut-être du cinéma, dans le sens où on a dirigé les auteurs vers un point bien précis. Et donc, du coup, c'est l'un que l'autre, en fait. Est-ce que vous êtes plus adepte en fait, de la composition de planche classique, on va dire, avec j'ai envie de dire un gaufrier, mais en tout cas des cases bien délimitées, ou est-ce que vous préférez des empages un peu plus inventives? Moi, je serais plus dans le côté mise en page à côté. Enfin, j'essaie de mélanger les gaufriers. Oui. Contrairement à Max, qui le gère très bien. Mensonge. Non, je pense pas que je gère très bien le gaufrier, mais je pense que je le maîtrise suffisamment pas pour me lancer dans autre chose pour l'instant. Ouais, voilà. Moi je me dis, avant de briser les codes, c'est bien de les maîtriser. Pour l'instant, je pense que je les maîtrise pas encore, il y a encore du boulot. Mais un jour, peut-être, j'aimerais bien faire des choses aussi créatives et inventives, mais voilà, ça viendra peut-être. Et après, ça dépend du style aussi. Ça ne correspond pas forcément à tous les styles. Tout à fait. Justement, comme tu vois, tu viens des webcomics. Est-ce que la publicité de comics papier s'appréhende différemment en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la mise en page? Est-ce que ça s'appréhende différemment en fait? Oui. Enfin, en l'occurrence, oui, pour moi, ça s'appréhendait différemment dans le sens où quand je publiais en ligne, c'était vraiment une page par semaine. Je ne pouvais pas faire de double page, par exemple. Parce que le site n'était pas très limité, on va dire. Donc oui, je l'apprends différemment. Et après, c'est pas le fait que ce soit sur papier qui fait que je change ma façon de travailler, c'est plus le fait que ce sera un album complet, et du coup je peux diluer les scènes, alors que sur internet je les aurais postés peut-être en une case ou en une page, là je m'autorise plus d'espace pour ce que j'allais dire en fait, tout simplement. Alors ce qui est très paradoxal parce que le papier est beaucoup plus cher qu'une page web. Je fonctionne un peu à l'envers. C'est tout le paradoxe de l'artiste. C'est ça. C'est vrai, quand tu réfléchis, c'est débile. Tu publies un BD, tu payes les papiers, plus tu mets 2 pages, plus c'est cher. Tu publies sur internet, moins ça te coûte, et pourtant,
ça pollue, ça pollue. Mais pour autant, ça me coûtait moins et je faisais plus d'économies de cases. Donc ça n'était pas très logique. Mais je pense que c'est le rythme aussi qui faisait que je faisais des économies, parce que je faisais vraiment une page par semaine. C'était pas beaucoup pour certains, mais jamais c'est pas mal. C'était correct. Honnêtement, il faut déjà la faire. Et donc, vous avez tous les deux des thématiques différentes, en fait, dans vos albums. Est-ce que vous verriez, en fait, je sais pas, imaginons chacun la thématique de l'autre, Tu veux qu'on change de passe? Alors moi j'aime beaucoup Polar, comme j'ai déjà expliqué. Après, je suis moins à l'aise sur les personnages déjà. Je pense que les premières c'est plutôt pas mal. Mais ça m'arrive d'envoyer une architecte sur VHB, donc c'est un univers qui est un peu différent du Polar. Oui. Non, clairement, j'avoue, j'aime bien frotter à d'autres univers, d'autres auteurs aussi. J'ai fait un épisode de la série The Pride, donc vous le voyez là sur la gauche. Enfin, vous voyez un extrait sur la gauche. C'est toujours un univers de super-héros, il y a toujours plein de personnages, mais ce ne sont pas les miens, et c'était pas mon histoire, mais je me suis bien plu à essayer de les relooker ou de leur donner un peu travailler un peu leur langage non verbal pour leur donner le plus de personnalité possible. Faire du polar, ça me dirait bien, pourquoi pas. Ouais. J'ai bien prendre ta place. non, mais oui, du polar ou autre chose en fait. J'ai pas... En fait, je pense que j'ai pas trop d'a priori sur les types de récits en général. Si peut-être je suis pas trop fan des zombies, ça m'attire pas plus que ça. Mais je pense que bizarrement, je fais des trucs plus. Je suis capable de faire des trucs plus gore que ce que je pense. Bref, pourquoi pas. J'ai un autre projet, alors faut pas le dire à Jeff Brattenbach. J'ai un autre projet de série de SF qui viendra après. Oui, ce serait plus de la SF. Et voilà, donc, ce sera un autre univers. Donc, écoutez, messieurs, je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations très utiles et très intéressantes. J'ai quelque chose à rajouter, je suis désolé. Merci, monsieur. Mais non, je remercie tout le monde, bien sûr, et surtout Jeff de nous avoir invités, de nous avoir accueillis dans sa famille. Et non, ce que je voulais dire, c'est que nos deux albums sont soumis à une campagne de financement participatif, et c'est très important de continuer à faire marcher le bouche à oreille et à mobiliser le plus de gens possible pour que les albums voient le jour dans des bonnes conditions. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, est-ce que vous auriez éventuellement des questions? Et bien, dans ces cas, je vous propose de conclure. Et donc, je rappelle que Max et Sébastien sont présents sur le stand de North Star Comics. Vous pourriez donc voir tous leurs jolis dessins et leur poser toutes les questions que vous voulez. Merci de votre attention. Merci à tous et toutes.